Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 15 juin 2017. Retour à l'histoire avec cette nouvelle émission, mais pour un sujet bien original et que je n'avais jamais abordé dans ma série qui existe pourtant depuis 20 ans. Nous allons en effet évoquer l'histoire des Juifs du Sahara et je pense que très peu de gens connaissent cette page méconnue de la diaspora. Pour en parler, j'ai comme invité au bout du fil sans doute le meilleur spécialiste de la question. Bonjour Jacob Olliel. Bonjour, Monsieur Corcos. Alors, Jacob Olliel, vous êtes un historien français, originaire du Sahara vous-même, puisque natif de Colombes-Béchar, dans le sud algérien. C'est une commune qui est située dans le sud, à plus de 1100 km d'Alger et environ 80 km de la frontière marocaine. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Alors, cette origine vous a sûrement marqué, parce que vous avez passé de nombreuses années à faire des recherches sur ce qu'a été la présence des Juifs dans les régions sahariennes, et cela a donné un nombre impressionnant d'ouvrages. Je ne peux pas tous les citer, mais on peut lire votre bibliographie complète sur votre site internet. Vous êtes un disciple de Théodore Monod, qui est le spécialiste international des déserts et du Sahara. Il a préfacé votre premier livre en 1995, Les Juifs au Sahara, le Touat au Moyen-Âge. C'est un livre qui a eu un prix de l'Académie française. Donc on ne peut pas citer tous les ouvrages qui ont suivi. Disons simplement que vous avez réactualisé vos recherches dans un livre publié au Canada en 2007 et que vous avez écrit aussi sur l'histoire des Juifs de Colombes-Béchar au siècle dernier, ainsi que sur les camps de Vichy dans le Maghreb où hélas beaucoup de Juifs furent emprisonnés. Alors une première série de questions, Jacob Olliel. Pourquoi finalement avoir choisi un sujet aussi difficile car vous avez été, semble-t-il, un pionnier? Peut-être pas pionnier, parce que vous avez cité Théodore Monod. Eh bien, Théodore Monod a évoqué ces questions de la présence juive au Sahara en 1942, d'abord dans une série d'émissions à Radio Dakar, donc qui sont passées tous les lundis pendant un an. Et donc il y a eu 4 émissions concernant la présence juive. Et puis, en 1943, dans un livre, et alors là, les 4 chapitres concernant les Juifs ont été censurés. Et il faudra attendre 1993 pour une réédition de ce livre qui s'appelle L'hippopotame et le philosophe, et cette fois-ci avec les 4 articles concernant les Juifs. Alors, est-ce que ces recherches que vous avez faites, est-ce que c'était d'abord par fidélité filiale à vos ancêtres, finalement, de la région? Oh, sûrement un peu de ça, parce que j'ai eu un grand-père, dont je porte le prénom d'ailleurs, qui était caravanier, qui faisait des voyages donc au long cours, comme disait Théodore Monod, jusqu'à Tamanrasset et Tombouctou, pour son commerce à partir du sud marocain. Mais c'est aussi pour une autre raison. Écoutez, j'étais un très grand lecteur, je m'intéressais beaucoup au Sahara depuis toujours, et sur les quelques milliers d'ouvrages écrits sur le Sahara, il y avait rarement des mentions de la présence juive, quelquefois 4 ou 5 lignes, en général désobligeantes et quelquefois franchement antisémite. Très bien. Si j'avais le temps, je vous en lirais quelques exemples. Malheureusement, le temps file. Hein, on est malheureusement très limité. Je voudrais qu'on commence par l'origine de ces communautés, parce qu'on se pose toujours la question à propos des diverses diasporas. Quand se sont implantés des Juifs là-bas? Alors, on a des repères. Hein, on sait que la chute du premier temple a été suivie par l'arrivée des premiers Juifs. C'était dans l'île de Djerba, la première présence juive au Maghreb. Mais alors, ceux qui sont venus au Sahara, ils sont arrivés quand? Eh bien, il y a eu des arrivées successives depuis des temps très anciens. D'abord, vous savez, avec les Phéniciens, les Juifs sont arrivés et se sont installés un petit peu sur toutes les côtes d'Afrique du Nord, et il y avait une très forte présence juive en Libye. La Libye était à cette époque-là partie de l'Égypte. Très bien. Donc c'était une région de l'Égypte. Et donc en Libye, la Cyrénaïque a été de très longtemps peuplée pratiquement essentiellement de Juifs. Ça c'est très étonnant, oui. Oui. Et puis d'ailleurs qu'ils sont restés très longtemps.
et qui n'ont été délogés que par les Romains, donc en l'an 135, dans des conditions d'ailleurs assez dramatiques, et qui les ont fait partir vers l'ouest. Et c'est là que nous trouvons justement d'autres Juifs qui vont arriver par la suite. Alors, après les Phéniciens, nous avons évidemment la destruction du premier temple de Salomon, ensuite du second temple en 70, ensuite arrivée de Juifs d'Irak qui ont d'ailleurs apporté des techniques extraordinaires, par exemple la présence de Fogaras. Vous savez, ce sont des canalisations souterraines qui permettent de faire venir l'eau depuis les nappes phréatiques qui sont distantes quelquefois de 10, 20, 30 kilomètres jusque dans les jardins, et c'est ce qui a permis la création d'oasis et de palmeraies, puisque le palmier n'existait pas. On a chevauché plusieurs siècles, mais c'est déjà passionnant. Moi, je voudrais d'abord qu'on situe géographiquement l'implantation de ces populations, parce que bien sûr, à l'époque, des pays comme le Maroc et l'Algérie n'existaient pas. Et en fait, j'ai noté 4 grandes régions. Il y a le Mzab, il y a le Touat, il y a le Dra et le Souss. Est-ce que vous pourriez rapidement les situer et dire quelle superficie ça représentait à peu près? Alors, il en manque quelques-uns. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine en Libye. Alors, plus à l'ouest, donc les gens qui ont été chassés de Cyrénaïque sont allés dans les Aurès. Alors là, nous avons l'épisode de la Caïna, juste avant l'arrivée des musulmans. Le Mzab, un petit peu plus au sud-ouest. Ensuite, le Touat, qui est une région qui se trouve à peu près plein sud, à peu près 1 millier de kilomètres de Tlemcen. Donc très proche du Touat, mais le Touat était une province marocaine jusqu'à l'arrivée de la France. Je le signale. Intéressant à savoir, oui. Et ensuite, immédiatement après le Tafilalet, qui a été d'ailleurs il reste encore quelques juifs, pas beaucoup, mais il en reste. Au Tafilalet, essentiellement, alors l'ancien royaume de Sigil-Massa qui a été détruit donc au XIIIe siècle, mais aujourd'hui des villes comme Rissané, Rachidia, etc. Donc sont des régions des villes du Tafilalet où la présence juive était très importante. Encore plus à l'ouest, le Dra, alors là c'était une région très très peuplée de juifs. Alors il y a eu une présence juive très importante et une activité économique extraordinaire. Et puis le Souss, qui est encore plus à l'ouest, donc pratiquement au bord de mer, la région d'Agadir. Alors, Jacob Olliel, comme je disais, le temps file, il nous reste à peu près 4 minutes avant la pause. J'aimerais maintenant qu'on essaye, et puis si on n'a pas fini, on reprendra en deuxième partie d'émission, d'évoquer finalement la coexistence de ces populations avec les autres. Parce que il y avait des populations qui vivaient avant eux. Donc j'imagine que c'était des tribus berbères, mais il y avait aussi des Africains noirs aussi qui vivaient dans ces régions. Tout à fait. Il y a toujours eu, vous savez, le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui. Et c'est l'arrivée du chameau, donc apporté par les Zénètes, qui sont une tribu, pour moi, judéo-berbère, même avant d'être en Afrique du Nord. Ils ont amené avec eux le chameau, ils ont apporté aussi le palmier. Et ce qui a révolutionné le Sahara, où aujourd'hui, on trouve des palmeraies extraordinaires. Eh bien, ceci vient de l'arrivée des Berbères qui venaient, des Zénètes qui venaient donc du nord de la région d'Israël d'aujourd'hui, donc du côté de la Galilée, par exemple. On a parlé de judéo-syriens à ce moment-là. Alors, excusez-moi, Jacob Olliel, donc vous parliez donc effectivement des gens qui venaient finalement du nord de la Judée. Bon, ceux-là, ils étaient juifs. Mais vous avez parlé de tribus judéo-berbères. En 2 minutes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était des juifs qui s'étaient mélangés avec les berbères. Ça signifie que c'était des berbères qui s'étaient convertis au judaïsme. Quelle était exactement leur origine? Eh bien, j'essaye c'est le sujet de mon prochain livre. J'essaye de démontrer que beaucoup de populations donc tenues pour berbères étaient des orientaux. Ce sont des gens orientaux qui probablement, pour beaucoup d'entre eux, étaient déjà juifs avant de quitter l'Orient et d'arriver en Afrique du Nord. Ou
ils se sont retrouvés avec d'autres berbères, et alors issus essentiellement des Carthaginois, des Puniques, etc., des Numides, et donc ces gens ont peuplé l'Afrique du Nord bien avant l'arrivée des musulmans. D'ailleurs, il reste aujourd'hui des centaines et des centaines de toponymes berbères, et dont certains d'ailleurs font mention de présence juive. Il y a des toponymes qui impliquent la présence juive. Tout à fait. Et entre ces populations, juives et berbères, c'était la symbiose et parfois l'osmose complète, avec des influences mutuelles, des interférences linguistiques. Par exemple, pour ce qui concerne le vocabulaire de la filiation, il y a des choses assez étonnantes. Vous avez, pour ne prendre qu'un exemple, le mot, le nom Hayon existe dans une version arabe. Nous avons des gens qui s'appellent Ben Hayoun ou Ben Ayoun, et des gens qui portent le nom de la version berbère, ou Hayoun, qui veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire fils de Hayoun. Bien. Alors, on a évoqué effectivement les origines, les croisements, l'arrivée finalement des premiers juifs, mais qui étaient très imbriqués avec les berbères, vous venez de nous l'expliquer. Et j'aimerais qu'on parle maintenant des juifs du Touat, parce que vous avez centré vos recherches sur cette région. J'ai lu d'une façon rapide, bien sûr, mais différentes interviews que vous avez données dans plusieurs revues communautaires, et moi j'ai retenu deux choses. Cette région est vraiment devenue pendant quelques siècles une sorte de plaque tournante du commerce caravanier à travers le Sahara. Est-ce que les Juifs ont vraiment joué un grand rôle dans cette prospérité? Et surtout, quels sont les matériaux historiques que vous avez eus pour le prouver? Nous avons un certain nombre de documents, d'ailleurs. Alors, premièrement, il y a des documents d'origine arabe, puisque les premiers musulmans qui sont arrivés au début du 8e siècle ont trouvé, au Touat, ont trouvé donc des Juifs, et ont écrit sur cette présence juive. Donc l'écrivain qui a parlé le plus s'appelle d'ailleurs Et-Tementiti, donc son nom porte le nom de la capitale juive du Touat, Tamentit, qui a été la capitale juive du Touat jusqu'à 1492, c'est-à-dire la date de la destruction. Voilà, on en parlera tout à l'heure, cette destruction. Oui, tout à fait. Et puis, donc, il y a d'autres auteurs, avant lui d'ailleurs, qui ont écrit aussi bien parce qu'il fut un temps où les écrivains arabes parlaient des Juifs. Et puis ensuite, à partir des Almoravides, des Almohades, donc ça s'est asséché. Mais nous avons par exemple des mentions chez El-Bekri, chez Idrissi, chez El-Zuhri, chez Ibn Abizar, etc. Quelquefois d'ailleurs ils se copient les uns les autres, ils se répètent les uns les autres, mais ils donnent des détails intéressants sur les Juifs, à la fois sur les Juifs du Touat pour être Tamentiti, mais aussi, et El-Nasiri aussi, et aussi sur les Juifs du Sahara en général, c'est-à-dire dans la partie mauritanienne, la partie malienne d'aujourd'hui, etc. Alors, justement, concernant ces populations juives, j'aimerais que vous précisiez quelque chose d'important. Finalement, qui dirigeait le Touat? Est-ce que c'était une région où les dirigeants étaient des chefs de tribus musulmans, mais où les Juifs avaient une large autonomie, ou est-ce que ça a vraiment été un royaume juif? Alors, on parle de royaume juif dans les écrits occidentaux. Oui. Mais ce n'est pas un royaume à la façon occidentale, c'est-à-dire avec un roi, une administration, une police, etc. On dit que les Juifs avaient la prépondérance, et cette prépondérance était essentiellement économique. Ce sont eux qui organisaient les caravanes, quelquefois les commanditaient, quelquefois les conduisaient, et des caravanes qui allaient dans toutes les directions. Alors ils allaient vers l'Orient, l'Égypte et au-delà, ils allaient vers l'Éthiopie, ils allaient vers évidemment le Mali, le Niger actuel, etc., la Mauritanie actuelle, et même vers les royaumes, à partir de la présence musulmane, vers les royaumes musulmans d'Espagne. Et donc c'était un commerce extraordinaire. Pour donner quelques exemples de produits, eh bien dans le sens nord-sud, on emportait beaucoup de sel. Il y a beaucoup de sel
dans le Sahara, il y a beaucoup de mines de sel, et le sel est très demandé en Afrique noire, parce que l'Afrique noire manque de sel, et le sel est très important pour la santé des gens, pour le soin apporté aux animaux, aux plantes, etc. Il y avait des lingots d'argent qui étaient transportés, par exemple, du Maroc vers le Soudan, à l'époque, des bijoux, des manuscrits, des armes, et ainsi de suite. Et dans le sens inverse, évidemment, en premier lieu, l'or du Mali, qui était véritablement, donc qui existait à profusion à ce moment-là. Il a même été question à un moment donné d'un échange d'or contre le sel à raison de 1 kilo pour 1 kilo. Alors, c'est tout à fait passionnant, Jacob Olliel. Il y a tellement de sujets dont on aimerait parler. Bon, très vite, là, je pense que votre réponse va être immédiate. Donc, le statut humiliant de dhimmi en terre d'islam ne s'appliquait pas à ces juifs-là. Alors, il ne s'est pas appliqué jusqu'à l'arrivée. Alors, curieusement, il s'est appliqué dans toute l'Afrique du Nord à partir de la période Al-Mourabitoun, mais au Touat, donc, ils sont restés à l'écart de ce statut, sauf à partir de l'arrivée d'un Tlemcenien qui était un personnage prédicateur, un peu rejeté de Tlemcen d'ailleurs et de Fès, mais qui a trouvé à s'installer au Touat, à Tamentit, et qui a influencé les populations. Et à partir de là, il a été scandalisé de voir que les Juifs n'étaient pas soumis à ce statut, voilà, et se comportaient comme des musulmans. Et alors, donc, il y a eu des massacres, d'après ce que j'ai compris à ce moment-là. Alors, il y a eu d'abord, ils étaient en train d'édifier une nouvelle synagogue. Alors, il a soulevé une partie de la population donc pour aller détruire cette synagogue et donner ordre de tuer quiconque s'opposerait à la destruction. Et comme les choses se sont passées sans résistance, eh bien ça l'a encouragé à aller beaucoup plus loin et à demander, il a offert 7 miktal, c'est-à-dire à peu près 30 grammes d'or par tête de juifs assassinés, et il a commandé le massacre. Et là, il y a eu un massacre des juifs du Touat avec toujours 3 solutions. Donc, partir, accepter l'islam, ou mourir. Et il y a eu beaucoup de morts. Quelques personnes, évidemment, qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour partir, sont restées, et elles sont toujours là, enfin leurs descendants sont toujours là. On les appelle les muhajiriyin, c'est-à-dire, en principe, le mot en arabe veut dire émigrer. En réalité, ou transfuge, ça a été traduit aussi par transfuge. En réalité, quand on le lit écrit en arabe, c'est mhagrin. Ce n'est pas je, c'est ge, c'est la même lettre avec ou sans point. Et mhagrin, ça veut dire les humilier. Très bien. Alors, Jacob Olliel, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission, mais vous avez déjà un petit peu effleuré le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qui reste finalement des Juifs du Sahara? Est-ce que il y a eu des transmissions de coutumes finalement de descendants de ceux qui sont musulmans, mais qui sont d'abord des convertis, des descendants de Juifs convertis? Est-ce que ce sont des patronymes particuliers? Est-ce que vous pourriez donner un certain nombre de noms ou des vestiges archéologiques? Alors il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors pour commencer par d'abord il y a 3 tribus parmi les Touaregs qui sont d'origine juive et qui le savent. Ouais. Alors évidemment, aujourd'hui, des gens qui vont là-bas et qui les rencontrent se scandalisent parce que bon, ils n'ont plus rien de juifs. Oui. Évidemment, s'ils ont survécu, c'est que petit à petit, ils ont été islamisés, mais c'est une teinture d'islam et ils ont perdu leur judaïsme pratiquement complètement. Lorsque moi j'ai interrogé un de mes informateurs, je lui ai posé toutes sortes de questions parce que bon, je suis un ancien linguiste, donc j'ai voulu faire un peu l'inventaire lexical et bon, ça ne correspondait à rien, sauf quand je lui ai demandé de me traduire des mots abstraits, la connaissance, la liberté, etc. Et la connaissance, il m'a dit Talmud. D'autre part, ils utilisent des prénoms que l'islam n'utilise pas. Alors j'ai trouvé chez les Touaregs Eli, Daniel, Lévi, Israël. Ouais. Alors il y a aussi toutes sortes de vestiges à travers toute l'Afrique du Nord. Il y a les nécropoles de Carthage et Gamart. Oui. Il y a des synagogues, bien sûr, la synagogue de Djerba d'abord, mais il y a des restes de synagogues en Afrique du Nord. J'ai trouvé une poterie à Arlit. Vous savez, c'est l'endroit d'où vient l'uranium français. Une poterie
qui est très ancienne, qui n'est pas néolithique comme a dit Lot, mais qui est gravée en hébreu. Donc il y a quelques lettres hébraïques dessus, mais nous n'avons pas la poterie complète. Ouais. Alors bien sûr, il y a toutes les techniques des artisans bijoutiers. Et par exemple, moi, j'ai retrouvé un peson. Vous savez, on pesait l'or à l'époque, et j'ai retrouvé un peson en forme de Aleph. C'est quand même assez extraordinaire. Fou, oui. Il y a cette fameuse lettre d'Ishaq ben Ibrahim. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Il s'appelle Isaac, fils d'Abraham. Ishaq ben Ibrahim el-Touati. Alors, oui. Tout à l'heure, vous parliez de toponymes. Au Touat, il y a tous les toponymes, Touati, Touitou, voilà, tout à fait. etc., qui sont des originaires très répandus aussi Absolument. bien en France que en Israël et ailleurs. Absolument. Alors, merci Jacob Olliel. On est déjà arrivé quasiment à la fin de cette émission. Moi, ce que j'ai noté, c'est que vous allez sortir un livre sur les juifs berbères ou les berbères judaïsés. Enfin bon, ça, je vous recevrai avec grand plaisir à ce moment-là, quand votre livre sera sorti. Il me reste encore quelques voyages à faire pour le terminer. Et vous êtes vraiment quelqu'un de terrain, comme vous venez de le démontrer, parce que vous êtes allé sur place, voir des reliques, oui, j'ai cherché dans toute l'Afrique occidentale ce que je pouvais trouver. Ce que vous pouviez trouver. Moi, je voudrais juste vous dire un dernier mot, amis auditeurs. Je dois arrêter pour cette saison un petit peu plus tôt mes émissions. Donc, à partir dans 15 jours, en fait, vous allez avoir des rediffusions, c'est des émissions passées. Et je vous retrouverai, bien sûr, avec plaisir, donc le 10 septembre, pour la prochaine nouvelle émission de cette série Rencontre. Je vous remercie donc par avance de votre fidélité. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Merci à nouveau Jacob Olliel. Merci à vous aussi. Voilà, et donc amitié à tous et rendez-vous au mois de septembre. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.